Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Selon le temps qui vous sourit, puisque vous êtes très nombreux à nous suivre via le satellite. Bienvenue dans Dimanche Politique, une émission co-organisée par Eden Télévision et Diaspora FM qui vous permet chaque dimanche de comprendre un peu l'évolution de l'actualité politique du Bénin. Au menu de ce numéro, on va s'intéresser entre autres à la 6e mandature de la Cour constitutionnelle du Bénin qui est installée officiellement par le président de la République. Tout ce qui était pressenti est advenu, notamment l'élection de Maître Joseph Diogbenou en qualité de président de la Cour constitutionnelle. Sera-t-il à la hauteur de la tâche qu'il est à assier? L'institution saura-t-elle prendre des décisions impartiales? De toutes les façons, vous aurez dans ce numéro le regard que porte notre invité sur la nouvelle équipe de la Cour constitutionnelle du Bénin. Il s'agira aussi pour notre invité d'opiner sur le nouveau code pénal et le code de procédure voté au Parlement dans la nuit du 4 au 5 juin 2018, un code qui suscite de nombreuses inquiétudes dans la masse. Et puis quand viendra le moment de mettre un thème à ce numéro de Dimanche Politique, nous nous intéresserons à la réforme du code électoral. L'actualité de notre invité ne sera pas occultée. Comme tous les dimanches, je conduis cette émission avec mon confrère James William Gbagidi. Bonjour. Bonjour à vous, tranquille à Benotin. Bonjour à tous nos amis téléspectateurs et bien sûr à tous les auditeurs. Nous recevons aujourd'hui une personnalité politique qui a une double casquette. Né le 24 février 1963, c'était quelque part à Sakété. Il a fréquenté, bien entendu, le cours primaire d'abord dans cette ville avant de migrer vers Porto-Novo. Porto-Novo où il a fréquenté l'école primaire de Davier et il va atterrir au CEG Davier, toujours dans la même ville. Il obtient un baccalauréat en lettres en 1983 et puis il s'inscrit en sciences juridiques à l'Université nationale du Bénin. 2 années après, il s'envole vers Tours en France où il fréquente l'Université François Rabelais. Il obtient là-bas une licence, une maîtrise et bien entendu un doctorat en droit. Il fréquente là aussi l'école du Centre-Ouest des avocats de Poitiers où il devient naturellement avocat. Son parcours professionnel commence avec l'enseignement mais aussi la collaboration avec un cabinet d'avocats, notamment Bélanger Baron à Tours. Il enseigne ensuite quand il rentre au pays pour mettre son expertise au service de la nation à l'université d'Abomey-Calavi, anciennement Université nationale du Bénin. Il est enseignant de droit privé. Il s'inscrit au barreau du Bénin en 2000 et depuis il a mené de nombreuses affaires, notamment il est encore avocat conseil de Sefou Fagboron. En tout cas, il nous en dira tant. Son parcours est également très politique, candidat aux législatives en 2007, 2011 et 2015. Il est élu, après un échec de justesse en 2015 justement, il est élu au conseil municipal de Sakété. Mais il quitte ce conseil cette année même, en mars 2018. Il nous dira là également pourquoi c'est aussi un homme politique soutien inconditionnel de Patrice Guillaume Athanase Talon. Pour ceux qui le reconnaissent, vous aurez su que nous recevons pour vous aujourd'hui Maître Bastien Rafiou Salami. Maître, bonjour, merci d'accepter notre invitation. Bonjour, Monsieur Gbagidi. Je suis honoré. Salami, nous sommes honorés. Merci d'avoir accepté notre invitation parce que c'est le week-end. On connaît très bien votre agenda, mais vous avez accepté de partager ces moments de télévision avec nous. Merci beaucoup. Vous êtes avocat, James William Gbagidi l'a dit dans sa présentation, donc un homme de droit. Alors, que va chercher un homme de votre pédigré dans le sérail politique? Merci beaucoup. Il s'agit, pour ma part, d'une question de conviction. Ce n'est pas du tout antinomique qu'un juriste puisse s'intéresser aux questions sociales. Parce que la politique, c'est en fait la prise en compte des intérêts individuels, mais au plan national. C'est le fait de pouvoir se mettre du côté du plus grand nombre, ne pas se monter égoïste, faire profiter le grand nombre. Et puis, on ne se découvre pas politique. C'est un cheminement qui vient de l'intérieur, qui vient du milieu social, des personnes, des occasions que vous avez, des opportunités que vous avez dans la vie. Et vous vous retrouvez au devant de la scène pour pouvoir faire partager votre expérience à ceux qui vous tendent la main. C'est ce sens-là que moi j'ai de la politique.
Vous êtes membre de l'Union fait la Nation, vous le restez peut-être encore, vous nous direz. Mais vous avez été en tout cas conseiller municipal dans la ville de Sakété. Dites-nous, qu'avez-vous appris de cette expérience de gouvernance à la base? Je peux vous assurer que cette expérience fut enrichissante pour moi. Et ça m'a conforté dans l'idée que j'avais bien fait de participer aux élections communales et de siéger en tant que conseiller communal. Si vous observez bien, sans toute modestie mis de côté, parmi les conseillers communaux ou municipaux de ce pays, vous verrez qu'il n'y a pas beaucoup de personnes. Voilà. Il faut être humble pour reconnaître qu'effectivement, le jeu en valait la chandelle. Je l'ai essayé et je n'ai pas regretté. J'ai appris énormément. Pour preuve, je peux vous dire que le développement d'un pays passe par le développement à la base. Le fait d'avoir à répondre aux questions de l'eau, aux questions d'enseignement primaire, maternel, aux questions environnementales, aux interrogations des populations sur, par exemple, l'inquiétude que les populations ont aujourd'hui sur la compréhension qui doit être la leur par rapport à la politique qui se développe sur le plan national. Je crois que c'est à la base que ces choses-là doivent être réglées. Mais on constate malheureusement que dans cet exercice, on se retrouve pas souvent avec des gens en phase dans l'équipe gouvernementale locale. C'est peut-être le bémol. C'est-à-dire que vous voyez parfois en avance ou en déphasage avec ceux avec qui vous serez amené à diriger la commune ou en tout cas le cercle décentralisé. C'est peut-être le seul inconvénient que moi je peux relever de cela, mais au-delà de ça, c'est plutôt satisfaisant de faire cette expérience-là. Et je serai prêt à recommencer quand l'opportunité sera offerte. Et pourtant, vous avez démissionné en mars dernier du conseil communal de Sakété. Vous avez dit à cette occasion vouloir ainsi être plus respectueux, je vous cite, de vos engagements partisans et de la parole donnée. Que fallait-il comprendre? D'accord. J'ai la particularité de dire les choses telles qu'elles se passent, telles qu'elles devraient se faire. Voyez-vous, à la veille des élections, nous avons confectionné une liste. Et sur cette liste-là, je devais conduire la liste avec des colistiers pour pouvoir conquérir la mairie de Sakété. Au soir des élections, des résultats, nous n'avons pas eu la majorité. Donc, nous posons la question de savoir qu'est-ce qu'il fallait faire. Le parti l'UN avait décidé à Sakété de se faire représenter par toutes les personnes qui ont été titulaires sur cette liste-là. À charge, pour moi en tout cas, en ce qui me concerne, de donner la possibilité à mon suppléant d'aller expérimenter la gouvernance locale. Et le moment est venu, j'ai respecté mon engagement, j'ai permis à mon suppléant de pouvoir siéger. C'était que ça. Et c'était un engagement qu'on avait pris déjà avant. Mais quand vous parliez de votre expérience de la gouvernance locale, vous avez dit que vous avez été parfois en déphasage ou en contradiction avec des personnes avec qui vous auriez dû collaborer. Est-ce que ces problèmes que vous avez rencontrés ne vous ont pas encouragé à un moment ou à un autre à choisir de démissionner? C'est trop facile de prendre des raccourcis. Si c'était vrai, je n'aurais pas révélé le ressentiment que j'ai eu par rapport à la gestion de ce mandat. Si c'était vrai que la raison était cachée, parce que je n'étais pas satisfait des autres conseils communaux, je ne vous aurais pas révélé cela. Si j'en parle, c'est parce qu'on avait un accord. On avait un accord avec mon suppléant qui, du reste, est très heureux de pouvoir, est très enthousiaste de pouvoir siéger en mes lieux et places. Et mieux, je peux vous dire que jusqu'à l'heure où je vous parle, je n'ai pas le sentiment d'être à l'extérieur de ce conseil communal, puisque je continue toujours d'apporter
ma petite expérience, mon savoir-faire, mes relations extérieures autrement par rapport à la commune de Sakété. Avant cette démission, vous étiez bien engagé dans les tractations pour identifier les meilleurs candidats dans votre circonscription. Je vais parler de la 21e circonscription électorale pour le compte des législatives de 2019, en ce qui concerne votre famille politique. Qu'est-ce qui a changé depuis lors? Je ne crois pas que quelque chose ait changé. Vous verrez, l'Union fait la nation. On est là, écoutez, vous savez, aujourd'hui, il y a sur l'échiquier national un projet dont on va peut-être parler plus tard, c'est des regroupements. Vous savez qu'il n'y a pas que l'Union fait la nation qui soutient le chef de l'État, en tout cas la politique du gouvernement. Il y a d'autres partis, voyez-vous. Tous ces partis-là vont se retrouver pour pouvoir dégager une liste dans la 21e circonscription. Il n'y aura pas de difficulté pour ça. Mais vous savez très bien que ce n'est pas aussi facile que vous êtes en train de le dire là. Il y a beaucoup de partisans du chef de l'État qui souhaiteraient être placés en tête de liste. Et c'est justement cette position qui pose le problème chaque fois qu'on va aux élections, notamment législatives. C'est tout à fait légitime que lorsqu'on anime la vie politique, qu'on ait envie soi-même de se mettre en avant. Mais qui suis-je, moi? Ce qui importe, c'est l'intérêt de tous. Quelle est la structure qu'on peut mettre en place pour pouvoir obtenir de bons résultats, d'abord aux élections, mais après. Le tout, ce n'est pas de gagner ou de se faire positionner sur une liste, mais c'est de pouvoir gagner le combat de la démocratie, le combat du développement. C'est le plus important. Moi, oui, allez-y. En tant qu'individu, je crois que le plus important, c'est de savoir que je suis dans les dispositions de pouvoir servir partout où besoin sera. Lorsque vous êtes engagé politiquement, ce n'est pas forcément pour les législatives. C'est aussi pour tous, partout où le pouvoir politique a besoin de mains, de renforts, de compétences. Vous serez prêt, vous serez disposé à pouvoir satisfaire. Mais si vous êtes élu à Sakété, vous êtes élu député, éventuellement si vous êtes candidat déjà, et si vous êtes élu, qu'est-ce que vous pourrez apporter de plus que ceux qui ont été députés avant vous? Lorsque vous êtes élu député, vous n'êtes pas élu seulement pour votre circonscription. Tout à fait. Vous êtes l'élu national. Et je vous ai déjà dit que je ne peux pas prétendre avoir une connaissance ou une pratique morale au-dessus de celle de certaines personnes, mais je crois quand même que c'est déjà dans la sélection qu'on peut avoir du bon grain et être sûr d'avoir, par exemple, au niveau de l'Assemblée nationale, des députés de qualité qui peuvent faire un job dans l'intérêt du pays et non pas seulement un refuge pour des personnes qui cherchent à se faire couvrir de certaines infractions ou de certaines pratiques qui les rattrapent. Il faut pouvoir, dès le départ, en amont, faire la sélection pour avoir des hommes de qualité et des femmes de qualité surtout. Des femmes de qualité pour pouvoir siéger à l'Assemblée nationale. Moi, je ne crois pas que la politique se limite seulement à l'Assemblée nationale. Et vous, comme il a dit, vous apporterez quoi de nouveau en dehors des activités députées, contrôlation du gouvernemental, voter des lois sur le terrain? Quel élément nouveau vous comptez apporter si demain les populations vous élisez? On ne peut pas inventer la roue. Dans ma position actuelle, je ne peux pas préjuger de ce que je ferai en tant que député. De toute façon, d'une part, je ne suis pas candidat. Vous ne serez pas candidat aux prochaines élections législatives? Je ne suis pas. Écoutez, on est à combien de mois encore? C'est pas moi qui décide. Vous êtes dans une équipe. C'est l'équipe qui décide de ce qui se fera. D'accord? Le mois venu, l'équipe va décider des personnes à positionner. Vous serez candidat à la candidature, tout au moins. On verra, on avisera. Pourquoi est-ce qu'on va se... Mais les législatives, c'est en 2019, c'est dans quelques mois. Et c'est aujourd'hui, ça se prépare. D'ailleurs, dans presque toutes les circonscriptions électorales, il y a des activités politiques qui se mènent. Pour moi, ce n'est pas un examen. C'est pas un examen. C'est pas une compétition d'être candidat. C'est pas du tout parce que comment ça, c'est pas une compétition? Il y aura en face de vous des adversaires qu'il faut affronter, et ce sont les populations qui décident. Alors il faut se positionner tôt pour se faire connaître de ces populations-là. Je peux vous rassurer que quand il s'agit de la 21e circonscription, j'ai plus besoin de me présenter. J'ai pas besoin de me présenter parce que j'ai fait mes preuves.
pendant des années. Je suis aux côtés des populations. Les populations me reconnaissent comme tel. Le fait quoi? Écoutez, je vais faire l'étalage aujourd'hui du soutien que j'apporte, tous les soulagements que j'apporte aux populations. Je viendrai étaler ça ici. J'ai un peu de scrupule pour ça. Et même les bénéficiaires de mes œuvres ou attention ou assistance ne seront pas fiers. Je préfère laisser aux bénéficiaires d'en parler. Mais moi-même, je suis un peu gêné. Mais dans la 21e circonscription électorale, il y a un autre poids lourd qui avait travaillé aux côtés de Boni Yayi aujourd'hui, converti dans votre équipe qui soutient désormais les actions du chef de l'État. Je veux parler du professeur Abiola. Quels sont vos rapports aujourd'hui? Professeur Abiola est un grand frère. Sur le plan politique, on s'est toujours combattu jusqu'à ce que vous m'informiez qu'il s'est converti, parce que moi je ne sais pas dans quel parti il est aujourd'hui en dehors de son mouvement. Voilà. Donc, il a rejoint Bénin en route, qui est une coalition. Il a fait une déclaration, il a donné des explications pour dire qu'il soutient l'action du président Patrice Talon. Dans ce cas, nous serons écoutez, l'excès de viande ne gâte pas la sauce, disons. On sera heureux de l'accueillir et on sera ensemble pour faire travailler. Vous accepterez d'être deuxième sur la liste derrière lui ou troisième éventuellement, puisqu'il fait partie quand même des poids lourds. Il a été pressenti pour être candidat à la présidentielle dans ce pays. Est-ce qu'il acceptera, lui, d'être derrière vous sur une liste? Et s'il n'accepte pas, est-ce que vous serez capable d'accepter d'être peut-être un suppléant? Pourquoi focalisez-vous l'attention sur quelqu'un qu'on peut appeler has-been? Ça ne sert à rien. Vous l'avez démontré que le grand frère a eu tout ce parcours-là. Il arrive un moment, il faut prendre du recul et voir faire d'autres personnes une autre politique. En a-t-il l'intention? Non, moi, ce n'est qu'un avis que j'émets. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais le moment venu, on verra bien si l'aspiration de la population, c'est de revenir en arrière. Parce que de toute façon, en 2016, il y a un mouvement qui s'est révélé par l'élection du chef de l'État actuel. Et on sait quelles sont les personnes de la 21e circonscription qui ont contribué à ce succès. Les personnes qui ont combattu ces idées-là. Le moment venu, on fera le débat. Pour l'instant, moi, je ne vois pas qui est péril en la demeure. Il n'y a pas péril en la demeure. Restez-vous. Les populations se reconnaîtront à travers le représentant qui peut, sincèrement, loyalement, sans égoïsme, défendre leur idéal. Et vous avez compris que le vent a tourné aujourd'hui. Donc c'est pas moi qui vous dirais que le vent a tourné et que bon, aujourd'hui la politique se fait autrement. On se met plus au service de l'autre. Vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on vous propose d'aller occuper un poste, tout le monde réfléchit à 3 fois, 4 fois. Parce que la dynamique qui a été mise en place, qui a été insufflée par le chef de l'État aujourd'hui et le gouvernement dans son entièreté, ne favorise plus la médiocrité, la sensiblerie et autres mots que j'ignore. Aujourd'hui, le vent a tourné, il faut résolument se mettre dans la dynamique du progrès. Parce qu'il y avait de la médiocrité. Vous le savez très bien. Vous savez, de toute façon, si aujourd'hui nous sommes en train d'envisager des réformes, il y a des réformes qu'on n'a jamais imaginées, qu'on n'a jamais osé entreprendre depuis l'indépendance. Lesquelles? C'est un catalogue de réformes. Allons-y. Puisque vous savez, on a bien dit que le gouvernement actuel est un gouvernement de réforme. Lorsque, par exemple, vous pensez que pour faire du social, il faut donner de l'argent, il faut rassembler des gens et financer des regroupements, des attroupements et chanter les louanges d'un chef de l'État. Et si on dit on ne veut plus faire ça, qu'on décide aujourd'hui plutôt de mettre l'accent sur l'essentiel. Moi, j'ai des parentés dans les collines, peut-être que vous ne le savez pas. Je sais le souvenir que moi j'ai lorsque j'allais en vacances et je rends visite aux parents à Kouaouyan, dans les collines, tout ça. L'eau potable aujourd'hui est en train d'être une réalité. Ça devient une réalité aujourd'hui. Vous savez, en 2016, lorsqu'on a fait le bilan, on nous a fait croire qu'en milieu rural, le taux de couverture d'eau potable était à 62%.
Mais ce n'est pas vrai. Le taux de couverture en matière d'eau potable dans les zones rurales était à 42%. Et en ville, 55% plutôt que de 82% qu'on nous a dit. Avec des milliards qui ont été investis aujourd'hui en matière d'eau, d'assainissement et de forage, cela augure et cela démontre qu'un pas est franchi et que nous rentrons dans une nouvelle ère de politique pour laquelle d'autres n'étaient pas formés, n'étaient pas préparés et ont combattu. Voyez-vous, et sur le plan des réformes structurelles, que ce soit dans le domaine judiciaire, dans le monde de la gestion de biens publics, il y a trop de réformes qui sont aujourd'hui à l'actif de ce gouvernement que peut-être ceux qui ne sont pas dans la dynamique ne pourraient pas comprendre ou encore moins soutenir durablement. Restez-vous le coordonnateur de l'Union des Nations à Sakété? Oui. Vous avez démissionné aussi là-dedans? Non, pas du tout. Et que faites-vous comme activité avec ce titre? On reste toujours en harmonie avec la base, avec les structures de l'Alliance. Coordonnateur de l'Union des Nations à Sakété, vous êtes très souvent à Cotonou, à l'Université d'Amon-Calavi, vous êtes parfois à l'Université de Parakou, coordonner les activités à Sakété en étant toujours en déplacement. Ce qui fait la différence. On l'a vu également au Gabon et à aller ailleurs. Le travail se fait comment dans Je vais vous dire quelque chose. Soit on apprend à un leader, on ne l'est pas. Lorsqu'on veut être un leader, on n'a pas besoin d'être physiquement quelque part pour travailler. Il faut savoir manager les hommes. Justement, ce qui fait la différence entre la nouvelle dynamique, voyez-vous, est-ce que vous êtes en mesure de comprendre qu'un chef d'État s'intéresse aux plus petits détails de la gestion de ce pays-là? Il faut prendre exemple, quand la tête est bonne, qu'est-ce qu'on dit? Quand la tête est pourrie, tout va mal. Mais quand la tête est bien faite, tout fonctionne correctement. Et moi, j'emprunte de la méthode patricielle, j'allais dire taloniste si vous voulez. Méthode patricielle. Voilà, oui. Vous avez inventé un nouveau mot. Je ne sais pas si c'est une invention, mais vous prenez ça comme vous voulez. Mais c'est sûr que cette méthode a fait école. Aujourd'hui, dans la population jeune, il y a un modèle que les jeunes s'inspirent, dont des jeunes s'inspirent. Il y a un modèle. Et ce modèle-là, c'est quand même la tête de ce pays-là. Vous ne pouvez pas vous asseoir uniquement dans un bureau. Vous, qu'est-ce que vous voulez? Quand que je m'assieds parce que je suis conseiller communal, coordonnateur d'un mouvement, d'une alliance dans une ville, s'asseoir là pour dire 24 heures, je reçois, je vivrai de quoi? Moi, je ne vis pas de la politique. Et le financement des partis politiques n'est pas encore une réalité. Que voulez-vous? Il faut que je puisse vivre de ce que je sais faire. Aller donner de l'enseignement, rencontrer du monde, parcourir le monde. Si c'est ma profession qui me l'exige, je le fais avec joie. Ça n'empêche pas d'être... Est-ce que vous avez le retour comme quoi, au niveau de Sakété, on se plaint de ce que je suis natif? Bon, en tout cas... Nous allons enquêter là-dessus. Abordons maintenant l'actualité nationale, en commençant par la nouvelle mandature de la Cour constitutionnelle, Maître Rafiou Salami. La 6e mandature donc, est désormais installée avec faste par le chef de l'État. Tout ce qui était pressenti, Tranquillin l'a dit, est advenu, notamment l'élection de Maître Joseph Djogbenou en qualité de président de cette institution. Et je suppose qu'en tant que partisan du président Talon, vous n'avez rien à y redire. C'est-à-dire, tout s'est bien passé, vous êtes d'accord avec le processus qui nous a conduit jusque-là. Je voudrais vous dire quelque chose. Vous êtes dans votre rôle, mais ne pensez pas que être soutien voudrait dire être naïf. Ne me voyez pas en train de me dire que tout ce qui est fait, bon, machin, si c'est bien fait. C'est pas parce que je suis d'accord avec ce qui se fait, parce que je participe à ce qui se fait, que je ne démontrerai pas s'il y a des faiblesses. Alors, aussi, devant vous, vous êtes en train de me voir en train de dire ici, venez jouer dans mon camp. Donc, n'attendez pas à ce que je joue dans mon camp. Ok? On est solidaire dans l'action, on est solidaire dans les décisions. C'est cela.
Ne pensez pas que nous avons une chance. Nous avons une chance extraordinaire parce que je pense qu'on commence par le processus. L'article 15 de la Constitution a donné la composition des membres de la Cour et a donné le mode de désignation. L'Assemblée nationale, qui est la représentation nationale, les représentants du Bénin, par la Constitution, devraient désigner 4 personnes. Je passe des qualités de juristes de haut niveau, de personnalité, de magistrats. Mais 4 personnes. Des 4 personnes, vous avez 2 magistrats, effectivement. Vous avez un juriste de haut niveau, vous avez une personnalité qui s'est illustrée à travers ses aptitudes dans la société. Et au nombre de ces personnes, vous avez le professeur Djogbenou, qui a été désigné non pas par le chef de l'État, mais par l'Assemblée nationale. Tu as fait un dessin. Ce qui a été un peu anachronique, c'est arrivé une fois par le passé, et puis bon. Vraiment, j'aime quand on est réaliste. C'est vraiment, comme vous le dites, anachronique. Ça voudrait dire que les choses ont été faites de manière professionnelle, avec conscience. Oui. Parce que si le professeur Djogbenou, qui a été proposé, entre autres, avec le magistrat à la retraite, 2 magistrats à la retraite, Noati, dont la compétence, c'est quand même extraordinaire. Vous ne posez pas de problème sur Noati, qui est une excellente personne, magistrat en pair. Qui n'a jamais pris position en faveur du chef de l'État. Vous ne posez pas ce problème-là. Vous ne posez pas le problème du magistrat également à la retraite, Amouda. Vous ne posez pas des problèmes. Parce qu'il s'agit des juristes, là. Il y a des juristes et personnalités de haut rang. Ces gens-là, ça ne vous pose pas de problème. Mais vous focalisez sur la personne de Joseph Djogbenou. Il y a de quoi je suis à l'aise. Je vais revenir maintenant sur le choix des 3 autres. C'est de ça que vous devez parler normalement. C'est de ça que vous devez parler. C'est-à-dire, voilà un chef d'État qui dit: quand je serai au pouvoir, je ferai en sorte que, pour désigner les membres de la Cour constitutionnelle, le président n'y ait rien à voir. Il l'a suggéré pendant la campagne et lors du vote du projet de révision de la Constitution, on l'a défendu. Nous l'avons défendu pour dire c'est une chance pour nous que les membres de la Cour constitutionnelle ne soient pas désignés par des politiques et que ce soient des pairs qui les connaissent, qui les pratiquent, qui connaissent leur pratique professionnelle, leur éthique, puissent les désigner. Mais on a été combattus. On a été combattus pour dire que, on n'en veut pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On n'en veut pas. Ok. Et aujourd'hui, ce n'est même pas le président de la République qui aurait pu désigner même son fils, si son fils avait des qualités. Moi, j'aurais été bien voulu qu'il ait la possibilité, c'était le cas, s'il avait son propre fils qui remplissait les conditions des membres de la Cour constitutionnelle, qu'il le désigne. Il ne l'a pas fait. Il aurait pu désigner un cousin, un frère, machin. D'accord? Bien. Il va désigner, lui, des personnes qui ne sont pas militantes. Vous avez vu Madame Zidroué, Madame Abraham Zidroué. Madame Zidroué est née de Dravo. D'accord? Il a nommé M. Akari. Il a nommé, il a désigné. Hein? Donc, vous ne verrez dans les désignations du chef de l'État personne qui soit aussi lié comme cela. Maintenant, Maître, si vous le dites ainsi, en tout cas nos téléspectateurs et nos auditeurs ne seraient pas tout à fait d'accord. Madame Zidroué, c'est l'épouse d'un homme politique qui soutient... Et qui non, attendez. Non, qui soutient. Vous avez dit qu'elle n'a pas de position partisane. Bon, c'est quand même... Et il y a une consanguinité politique. Parce que vous êtes épouse d'un homme politique, ça fait de vous quoi? Attendez, ne faisons pas la mal. Écoutez, moi je voudrais qu'on fasse un débat. Elle est partisane d'abord de son époux? Oui, voilà. Moi je voudrais qu'on fasse un débat d'un niveau. Il ne faut pas qu'on verse dans les déclarations des réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux aujourd'hui ont permis aux gens de dire n'importe quoi. Ceux qui ne peuvent pas tenir des propos viennent à travers les réseaux. Mais ici,
nous sommes en face et on voit la personne qui parle. Moi, je ne pense pas que l'on puisse faire un procès, que maintenant, la représentation nationale, que tout le Bénin, personne ne peut dire que les qualités professionnelles, d'éthique, de rigueur de professeur Diogbenou posent problème. Personne. À partir de ce moment-là, la Constitution a-t-elle été violée? Non. Donc, c'est bien qu'on se retrouve un week-end, qu'on fasse des débats, qu'on explique à la population ce qui se passe, mais en même temps, il faut qu'on soit respectueux des règles du jeu. L'Assemblée nationale propose 4 personnes. Le chef de l'État en a proposé 3. Maintenant, au niveau de ces 7 personnes, on fait confiance à une. Et heureusement ou malheureusement, malheureusement pour ceux qui ne veulent pas, heureusement pour ceux qui veulent, Diogbenou a été élu président de la Cour constitutionnelle. Il est le plus jeune. Lorsqu'ils vont se retrouver, vous vous imaginez, de toutes les cours constitutionnelles d'Afrique et d'ailleurs, on verra le profil d'un professeur dynamique, jeune, avocat, éprouvé, et pas la vie, malgré sa jeunesse. Voyez-vous, c'est une chance pour nous. Moi, je ne doute pas de ses qualités éthiques, je ne doute pas de son professionnalisme. Vous savez, s'il avait été désigné par le chef de l'État, quel serait votre grief? Si c'est le chef de l'État qui avait désigné Diogbenou, votre grief se retrouvait où? Pourquoi alors avoir choisi vous savez très bien que le chef de l'État avait cette possibilité, mais pourquoi avoir choisi la voie parlementaire pour le désigner? Qui a choisi la voie parlementaire? Mais attendez, je ne vous comprends plus là. Vous voulez dire que le chef de l'État est en même temps président de l'Assemblée nationale? Non, pas du tout. Président du bureau de l'Assemblée nationale. Si vous dites ça? Non, le chef de l'État avait la possibilité de désigner Joseph Diogbenou. Mais pourquoi avoir pris part l'Assemblée nationale? Qui a pris part l'Assemblée nationale? Mais c'est l'Assemblée, c'est le Parlement qui l'a désigné. Lorsque vous parlez comme ça, les téléspectateurs pensent que vous me suivez, et c'est très grave. Je ne voulais pas que les Béninois vous suivent dans ce que vous êtes en train de dire. Lorsque vous dites que pourquoi avoir pris, c'est comme si, coûte que coûte, on veut que le professeur Diogbenou soit membre de la Cour constitutionnelle. Attendez. Non, je parle des politiques. On veut qu'il le soit. Et maintenant, pour qu'on ne dise pas que c'est le chef de l'État qui l'a proposé, on dit à l'Assemblée, ça fait léger. Et c'est pas bon. Vous avez ça fait pas si léger que ça. Ça fait léger. Parce que le bureau de l'Assemblée est composé en majorité de partisans du chef de l'État qui peuvent avoir reçu la consigne ou au moins la demande. Vous en avez la preuve. Nous n'en avons pas la preuve. Bon. Mais si les Béninois vous suivent comme ça, vous suivent. Vous êtes là pour démentir au besoin. Mais cette supplication. La manière même de conduire le débat parfois, mais c'est subliminatoire. Parce que ça met des choses dans la tête des Béninois. Et je voudrais que ça s'efface. Vous-même, vous avez insisté sur le sujet. Vous avez dit que Joseph Diogbenou n'a pas été désigné par le chef de l'État. C'est pas pourquoi vous avez... Non, c'est un constat. Voilà, et ce constat nous amène à s'interroger également pourquoi avoir choisi. Ce qui a été fait n'est pas illégal. Mais merci. Ça, c'est clair. C'est constitutionnel. Voilà. Vous avez insisté là-dessus. Non, j'ai répondu à votre confrère, lorsqu'il dit, ce qu'on pressentait, voilà, machin, Diogbenou, non, vous êtes dans votre rôle, je comprends, mais les téléspectateurs doivent pouvoir aussi avoir notre son de cloche, c'est pourquoi je réagis comme ça. Tout à fait. Il faut que les gens comprennent, voilà, je suis venu pour ça, il faut qu'ils comprennent que c'est l'Assemblée nationale, en toute indépendance, parce que l'exécutif, c'est le gouvernement, c'est le chef de l'État. L'Assemblée nationale, c'est le représentant de la nation, les députés. Et à leur tête, un bureau et un président indépendant. D'accord. Cette assemblée qui a fait la proposition de 4 personnes, dont M. Nouati, ancien magistrat, qui connaissait bien la maison, puisqu'il était secrétaire général de la Cour constitutionnelle pendant longtemps, et le président Amouda, président de la Cour d'appel à Cotonou, député par ailleurs, donc des gens de cette qualité-là. Et Diogbenou, voyez-vous, maintenant, que tous
les Béninois fassent unanimité sur la tête d'une personne, c'est quand même une consécration. C'est une consécration et je ne voudrais pas qu'on s'attarde là-dessus. Ces qualités ne peuvent être démenties par personne. Autre chose, c'est que je ne voudrais pas que l'on commence à préparer l'opinion sur les décisions qui peuvent être prises dans les mois, les années à venir. Pour dire, parce que lorsqu'on traite le sujet sous cet angle-là, on a tendance à penser que Djogbenou étant là, il fera la volonté du chef de l'État. Mais vous ne m'empêcherez pas de poser la question. Joseph Djogbenou, comme vous, par le passé, il a fustigé les décisions, notamment de la Cour constitutionnelle, celle qui bat en brèche l'interdiction du droit de grève. Si vous voulez. À certains corps de fonctionnaires de l'État, désormais président de la Cour. Est-ce que, Maître Djogbenou, si ce genre de loi que certains juges liberticides arrivent au Parlement, devant la Cour constitutionnelle, est-ce qu'il n'y a pas un risque que lui, il les fasse passer alors que la Cour précédente les aurait peut-être... J'aime bien la manière dont vous menez vos interrogations. Vous dites lui et vous dites la Cour. Vous ne pouvez pas confondre la Cour au président. Vous ne pouvez pas confondre le président à la Cour. C'est une insulte aux membres qui composent la Cour. Ça voudrait dire, si je vous suis, si j'ai des doutes de l'impartialité du président, si je vous suis, c'est dire que le professeur Djogbenou va imposer sa volonté aux 6 autres qui ne réfléchissent pas et qui ne peuvent pas prendre de distance. On va faire une parenthèse tout à l'heure par rapport à des amendements ou des modifications que moi je pense qu'on peut apporter par rapport à la pratique des votes et tout ça au niveau de la Cour constitutionnelle. Si vraiment je veux bien, on peut revenir là-dessus. Bon, donc ne voyez-vous pas que vous êtes en train de faire une insulte aux 6 autres? C'est pas normal. Il y a la technicité, il y a l'éthique. Personne ne met en doute tout ça. La technicité et l'éthique du professeur Djogbenou. La technicité, l'éthique, l'expérience des 6 autres. Et on fait comme si ça n'existe pas et on focalise le débat sur la personne du professeur Djogbenou. Comme si lui seul il peut rendre des décisions. C'est vrai, moi je sais que j'ai j'ai critiqué des décisions rendues sur la matière. Et j'avais des raisons de le faire. Parce que ce n'est pas pour la première fois que la Cour a été interrogée sur cette question-là, pour dire est-ce que certaines catégories de fonctionnaires peuvent se voir retirer le droit de grève. Ce n'est pas la première fois. La Cour de Ouessou a rendu une décision, la Cour de... pour parler comme vous, parce que vous avez l'habitude de dire la Cour de... Vous pouvez citer les noms et tout ça. La Cour dirigée par le professeur Ouessou, faire son âme, la Cour dirigée par le professeur... enfin, je vais être professeur, mais bon... Maître Robert Dossou a eu à rendre des décisions. N'oubliez pas qu'en 2001, la même Cour, celle de Madame, celle qui avait présidé Madame, Poyon. Madame Poyon, a rendu une décision disant que la loi qui supprimait le droit de grève à certaines catégories de fonctionnaires était constitutionnelle. On a tendance à oublier ça. En fait, la loi qui organise aujourd'hui le droit de grève au Bénin a été déclarée conforme. Or, c'est cette loi-là qui reconnaissait qu'on pouvait réduire, on pouvait priver certaines catégories de droit de grève. Et cette loi est toujours applicable. Et en même temps, la Cour constitutionnelle vient maintenant, là, en début d'année, dire que non, on ne peut pas retirer le droit de grève à certaines catégories de fonctionnaires. Pourquoi pas? On pourra le faire. On le fera. Et rassurez-vous, moi je ne serais pas surpris qu'il y ait un revirement jurisprudentiel. Je ne serais pas surpris. Si on a pu rendre 3 décisions différentes sur un sujet, on peut en rendre une 4e décision qui sera peut-être conforme à la ligne qui devait être celle du développement. Et puis, vous savez, nous sommes en 2018. On a tendance à s'accrocher à la conférence nationale pour régler tous les problèmes au Bénin. Les enjeux
lors de la conférence ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Le Bénin a fait beaucoup de progrès. Beaucoup de progrès. De sorte que les urgences de l'heure peuvent amener la Cour à infléchir sa position par rapport à certains sujets, dont le droit de grève. Vous n'êtes pas sans savoir que la Cour qui vient de terminer s'est fragilisée. C'est fragilisé par la démission, entre autres, d'un conseiller, ce qui faisait transpirer ou transparaître en tout cas un malaise au niveau de cette cour-là. Je ne voudrais pas souhaiter le même sort à la Cour nouvellement installée. Suite à sa sortie du gouvernement, Joseph Djogbenou a été remplacé dans ses fonctions par un autre avocat de M. Patrice Talon. À un moment donné de notre histoire récente, finalement, c'est une affaire d'avocat. Cela pouvait tomber sur vous aussi en tant qu'avocat. La question, c'est quoi alors finalement ? Vous faites un constat, c'est quoi votre question ? Oui, affaire d'avocat, c'est-à-dire avocat de profession, avocat de monsieur Talon. À un moment donné, Joseph Djogbenou a été son client, le président de la République a été son client à un moment donné. Maître Kunom, le président de la République, a été son client à un moment donné. Voilà, les deux se succèdent à la tête du ministère de la Justice. Et c'est à cet élément-là que nous essayons de mettre en lumière, Maître Salamé Bastien. Je vois pas de mal, je vois pourquoi ça mérite qu'on s'interroge. Est-ce que la personne qui vient d'être nommée ministre n'a pas les qualités pour ça ? Je crois fondamentalement ce qui nous retarde, ce sont des querelles de bas de l'escalier. Ce sont des recherches qui ne font pas avancer la science, qui ne créent pas de la richesse. En quoi est-ce que remplacer un avocat par un autre... C'est juste un constat. Oui, mais ça a besoin d'être relevé. C'est important de le relever. Moi, je ne vois pas, monsieur Benoît, je ne vois pas le malaise. C'est important de le relever, maître. Parce que celui qui est garde des Sceaux aujourd'hui, un professionnel chevronné, il connaît la maison depuis 1997, même avant, quand il était déjà en stage dans un cabinet à Cotonou. Donc, la maison de justice il se porte très très bien. En tout cas, dans le même temps, parlant du remaniement toujours, quand ce petit remaniement technique a eu lieu, on a noté le départ d'un ministre, c'est Sir Koti. Sauriez-vous nous expliquer pourquoi cette courte présence au gouvernement d'un ministre qui, pourtant, quelques jours plus tôt, était encensé par des partenaires étrangers qui ont validé, pour ainsi dire, les réformes qu'il a impulsées, notamment dans la gestion de son département ministériel. Je vous souhaite d'être président un jour. Je vous souhaite d'être président parce que il faut se mettre dans la peau de la personne qui prend la décision. C'est vrai que le passage du ministre Koti au gouvernement peut paraître court. Très court. Oui. Mais n'oubliez pas que le chef de l'État seul a des raisons de pouvoir placer la confiance en quelqu'un, retirer la confiance ou techniquement changer l'équipe. C'est comme si vous reprochez à un entraîneur pourquoi il fait rentrer un joueur en cours de match et avant la fin du match le fait sortir. C'est aussi simple que ça. Le chef de l'État doit avoir ses raisons de faire ce déplacement technique. Après avoir parlé donc de votre actualité politique, de la nouvelle configuration de la Cour constitutionnelle, on va s'intéresser à un autre sujet d'intérêt, les inquiétudes autour du nouveau code pénal. Maître Salamé, dans la nuit du 4 au 5 juin dernier, les députés se sont échinés à voter coûte que coûte le projet du code pénal. Déjà, pourquoi fallait-il le faire avec une telle célérité quand on sait que le texte comporte plus de 1000 articles? Une autre nouvelle, le Bénin est en train de célébrer enfin son indépendance sur le plan politique criminel. Vous serez surpris si je vous dis que le texte qui est applicable au Bénin en matière de droit pénal est un texte de 1877, un décret
du 6 mai 1877. Régulièrement modifié, retouché, machin et tout ça, mais qui, à l'épreuve du temps, a montré ses limites. Et puis, depuis 2000, il faut dire que depuis 2001, ce texte était déjà déposé à l'Assemblée nationale pour être voté. Depuis 2001. Nous voici 17 ans après. Nous devons être heureux d'avoir enfin un code pénal pour nous-mêmes, propre. Et ça, il faut saluer tous ceux qui ont œuvré pour ça depuis 2001. Tous les présidents de l'Assemblée, tous les députés. Et il ne faut pas oublier le travail acharné des magistrats, des avocats et autres experts de la police qui ont contribué à nous faire sortir ce code-là. Savez-vous, les 1007 articles n'ont pas été rédigés la nuit là, ou 2-3 semaines avant. Donc, ce n'est pas qu'ils sont échinés pour vous faire sortir coûte que coûte. Non. C'est ce qu'on a observé, justement. On était à l'Assemblée nationale et donc les gens travaillaient à la nuit. Pourquoi? Mais ils ont cette sévérité. Vous ne comprenez pas. Est-ce que vous êtes souvent à l'Assemblée nationale? Très souvent. Voilà. Vous savez, ils ont toujours travaillé comme ça. C'est pas seulement pour ce code-là. Donc, c'est pas seulement pour ce code. Il y a effectivement des projets de loi ou des propositions de loi qui les amènent à travailler comme ça. Vous ne rendez pas compte, c'était trop. Le code pénal sur lequel ils ont traîné, Maître Salami, ils ont traîné pendant des années. Soudain, il était important en moins d'une semaine d'étudier les 1000 et quelques articles, de les voter. Et un député de l'Assemblée nationale dit, Guy Dossou-Mintokwe, notamment, il parle de tricherie et parle de stratégie d'usure qui aurait été utilisée pour empêcher en plus les députés de la minorité d'amender le texte. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cela? Si un député a pu faire cette déclaration, il faut l'interroger pour qu'il justifie ce qui l'a amené à dire ça. Moi, j'aime pas porter des jugements. S'il le dit, il doit avoir ses raisons. D'accord? Ce que moi je peux savoir, ce que je constate, c'est qu'un pas a été franchi, le Bénin est doté de son code propre, et ça c'est à l'actif de tous les acteurs, hein, que ce soit au niveau du gouvernement, la chancellerie, que ce soit au niveau des praticiens du droit qui ont contribué à faire adopter ce texte-là, enfin. Et dans son contenu, Maître Salami, le Code pénal comporte un certain nombre de dispositions qui font déjà polémique. On va les citer entre autres. Il y a d'abord l'encadrement des manifestations publiques, la lutte contre l'essence de contrebande, la pénalisation de l'adultère. Parlons pour commencer de l'article 238 qui interdit tout attroupement non autorisé, non armé qui pourrait troubler la tranquillité publique. Ces dispositions n'étaient pas très clairement liberticides. Non. Sur ce sujet précisément, je voudrais vous rafraîchir la mémoire par rapport aux attroupements. Moi, j'avais dénoncé ça. Des attroupements organisés par des personnes qui ont intérêt ou voire bloquer, par exemple, le travail de la police. Dans ce même Cotonou, vous savez bien qu'il s'est arrivé il y a eu des moments où, par exemple, la police se rend au domicile des personnes soupçonnées pour enquête et spontanément on voit des regroupements, des attroupements, des gens munis de munitions, d'armes blanches ou compagnie, ou des gourdins pour pouvoir intimider la police. Est-ce que vous allez accepter que dans une république qui fonctionne bien, que l'on puisse spontanément comme ça se mettre à occuper l'espace public, hein, sans autorité? Attendez, excusez-moi. D'attroupement non armé, justement. Non. Il y a armé et non armé. Oui, d'accord. Mais non, même les attroupements non armés sont prohibés. Non autorisés. Lorsque vous voulez. Non, attendez. Nous sommes dans une société où on aspire davantage à la civilisation, au bon sens. S'il ne nous appartient pas d'encourager toute manifestation illicite,
On ne vous empêche pas, lorsque vous avez par exemple une marche légalement à faire, faites les formalités auprès des autorités, d'accord? Et qu'on puisse mettre à disposition les moyens de sécuriser tout le monde. La liberté des uns commence là où s'arrête celle d'autrui. Lorsque par exemple vous devez aller au marché, vous devez aller au travail, vous n'êtes pas informé de ce que, par exemple, sur ce tronçon, il doit y avoir une manifestation, il doit y avoir machin, et vous vous retrouvez avec, vous bloquez. Banalement. Ou, comme je le disais, spontanément, vous voyez des attroupements, c'est pour empêcher la police de faire son travail. Au nom de quoi? Ça ne s'intègre dans aucun cadre. Désormais, on vous dit ce qui se faisait, parce que jusque-là, et lorsque vous ne respectez pas, par exemple, le canal qui est tracé par l'autorité administrative qui doit superviser les activités, on vous ramène dans la proportion qui a été définie par là, parce que c'est là qu'on vous attend et c'est là qu'on peut vous protéger. Mais c'est même la protection des personnes qui se voient emballées comme ça dans des regroupements non contrôlés. C'est eux-mêmes qui sont protégés à travers ces dispositions-là. Donc il ne faut pas alarmer les gens. C'est très important que les Béninois comprennent que cette décision qui a été prise, c'est d'abord pour la protection de la population. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'un gouvernement qui a envie d'empêcher son opposition de manifester, de se regrouper contre lui, que ce soit maintenant ou plus tard, utilise ces dispositions-là pour museler donc toute forme de manifestation anti-gouvernementale, anti-présidentielle? Je crois que le Bénin a fait un bond formidable en matière de démocratie. Que toutes les tendances, toutes les aspirations se manifestent. Que ce soit dans les médias, que ce soit à travers les marches, comme vous venez les réunions. Tous, je ne sais pas que nous ne pouvons pas reculer. Sur le plan de la manifestation des idées et de la défense des idées, nous ne pouvons plus reculer. Et ce qui est proposé, ce n'est pas d'empêcher quelqu'un de faire quoi que ce soit, mais de le faire dans des proportions bien organisées. C'est cela. Autre mesure à polémique, Maître Salami, c'est la pénalisation de la commercialisation de l'essence de contrebande, l'essence frelatée. Vous savez, qui nourrit des milliers de Béninois. Fallait-il le faire de cette façon lorsqu'on sait que les mesures palliatives ne sont pas clairement définies? Ce sont d'être hypocrites. Lorsque vous parlez de l'essence frelatée, vous savez que la santé des populations prend un coup. C'est comme si vous parlez de la commercialisation également des médicaments. C'est la même chose. Lorsque vous acceptez qu'on puisse vendre l'essence de cette manière-là, non seulement il y a la sécurité, mais l'autre, il y a aussi la sécurité sanitaire. Ce qui se fait aujourd'hui, c'est la prise en compte de ce qui était déjà interdit. On dit le commerce illicite. Tout ce qui est illicite est sanctionné. C'est quoi le droit pénal? On parle du code pénal. Le droit pénal, c'est l'ensemble des règles, d'accord, contenues dans ce code-là, qui visent d'abord à limiter le champ de liberté de chacun, à définir, à déterminer, d'accord, et prévoir des sanctions. C'est l'objectif du code. Et ce code-là vient dire aujourd'hui, vendre l'essence de cette manière-là expose aussi bien les vendeurs que les consommateurs. Et même les tierces personnes qui ne sont pas impliquées peuvent être victimes de la manipulation de l'essence dans ces conditions-là. Le code prend en compte l'importation illicite également du produit pétrolier. Toute chose qui amenuisait les caisses de la Sonacop. Si la Sonacop a eu autant de problèmes jusqu'à ce jour, c'est aussi à cause de cette contrebande-là. Mais qui gagne dans cette tout cela est vrai, mais si c'est vrai, des mesures palliatives qui devraient quand même être prises avant que cette Monsieur Baguedi, soit mise en place. Monsieur Baguedi, vous ne vous rendez pas compte que si vous voulez vendre de l'essence, demain vous pouvez le faire.
vous pouvez le faire, mais dans le circuit agréé. Voilà. Qu'est-ce qui vous empêche, quand on parle de... Qu'est-ce qui vous empêche d'aller dans le circuit agréé? Mais l'État, avec la précarité des citoyens, des milliers de nos compatriotes, ont décidé, en tout cas, de faire cette activité informelle. Ça, c'est un fait, c'est interdit désormais. Pourquoi l'État central ne pense pas à rassembler ces gens-là, à former certaines personnes dans le lot pour gérer peut-être les stations-service qui se créent ou d'autres que l'État va créer après pour leur permettre une certaine... Parce que ces gens-là, aujourd'hui, vous imaginez le problème social que cela va créer, quand bien même ce qu'ils font comme activité est formellement interdit. Vous savez que vous pouvez être actionnaire de la Sonacop. Vous m'informez, maître. Vous savez, et toutes ces structures qui sont agréées, habilitées donc à commercialiser le produit pétrolier, c'est des structures de droit privé. C'est du droit privé. Et celle qui est qui avait été nationalisée, et puis remise dans le giron de l'État d'une manière ou d'une autre, et tout ça, il y a toujours des privés. Vous savez, il faut qu'on éduque nos parents, il faut qu'on éduque nos compatriotes pour le dire. On n'a pas besoin de rester dans l'égalité pour s'en sortir. C'est peut-être le lieu d'encourager la communication sur l'information de nos populations, pour leur dire qu'on peut faire les choses en toute légalité, même si c'est des choses qu'on croit être illicites. On peut régulariser les choses. Pourquoi est-ce que les gens ne se mettent pas, comme vous le dites, en association pour dire, nous détenons, quand on a cotisé, on s'est retrouvé, on a 10 milliards. Exemple, c'est possible. Vous savez, les petites économies, bout à bout, vous les mettez bout à bout, vous avez une fortune. Et vous versez dans l'actionnariat d'une structure qui exploite par exemple le pétrole. Maître Salamé, il y a un élément qu'il ne faut pas non plus omettre ou oblitérer, c'est que le coût du carburant dans le secteur informel, il est 2 fois moins élevé que celui du secteur formel, à partir du moment où tout le monde se conforme, donc où rentre dans le secteur formel, le coût du carburant va systématiquement doubler, avec lui le coût de la vie va doubler, et ainsi c'est encore une fois la population dans son ensemble qui risque d'être pénalisée. Est-ce que le gouvernement en a tenu compte quand il s'est agi d'introduire dans le test ces dispositions? Vous êtes en train de toucher la fibre sensible, c'est-à-dire vous amenez de l'eau au moulin de ceux qui ne prennent pas de la hauteur pour comprendre toute la portée des mesures qui ont été prises. Il y a des millions de Béninois qui, justement, ne prennent pas de la hauteur. Il faut que aussi comprennent. Oui, c'est ce que j'explique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus verser dans la facilité. On fait un choix. Comme on l'a fait pour les médicaments, on laisse les choses passer parce que les gens vivent de ça. Voilà. Bon, parce que, il y a des milliers, comme vous dites, qui vendent des médicaments. Donc, même si les médicaments peuvent donner de la mort, même si ça peut être à l'origine des maladies qu'on ne peut pas traiter, les molécules qui viennent dans le corps pour créer d'autres maladies. Vous savez d'où vient le sida? Ce sont ces genres de manipulation de médicaments. D'accord? Bon, passons. Ce n'est pas l'objet du sujet. En réalité, les conséquences de l'exploitation, des produits pétroliers sont gérés par qui? Après, quand les maladies deviennent chroniques et graves, qui c'est qui vient réparer? C'est aussi la société qui vient financer. Bon, donc, laissez les gens sous le coup des maladies, laissez-les devenir malades, et après, l'État va les soigner. Alors qu'on peut faire des économies, avoir une bonne santé en amont pour pouvoir faire des activités génératrices de revenus sans s'intoxiquer. Et qu'en est-il du risque d'impopularité que peut engendrer cette mesure, en plus de toutes celles qui ont été prises auparavant, quand on sait que les élections se pointent à l'horizon, notamment les législatives et les présidentielles? Vous faites un choix. Vous rentrez dans l'histoire, vous restez dans l'histoire. Rester dans l'histoire, c'est poursuivre ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Que tout le monde déplore. Même ceux qui vont chercher de l'essence au bord de la rue ne sont pas satisfaits de voir qu'il y a des bouteilles qui traînent comme ça. Mais
bon, puisqu'on veut répondre à son besoin personnel, on prend et puis on s'en va. Mais on n'est pas d'accord tout le temps. Si par exemple, c'est un voisin qui vend de l'essence et la maison prend feu, contamine votre maison, il faut qu'on réfléchisse grand. Il faut qu'on voit au-delà de nos petits intérêts. Quel est l'intérêt qu'un gouvernement a à prendre des mesures, comme vous dites, impopulaires, si ce n'est pas dans l'intérêt de la population? C'est très important. Au risque de vouloir plaire, on va passer à côté et puis le Bénin va stagner. On aspire au développement. Voyez-vous, lorsque, selon les standards internationaux, on dit que d'ici 2031, il faut qu'il y ait de l'eau potable pour tout le monde. Et que le Bénin dit non, c'est d'ici 2021 que nous voulons de l'eau pour tous, de l'eau potable pour tous d'ici 2021. Avoir ces ambitions, c'est trouver les moyens pour le faire quelque part. Si chacun doit penser à sa poche, à sa petite économie de famille, rien ne se fera. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il est temps de prendre des mesures qui vont booster le progrès sur le plan social, sur le plan économique et sur le plan des esprits. Parce qu'aujourd'hui, avec la démarche qui est celle du chef de l'État, qui, vous l'avez vu, à l'UNESCO, comment il a été l'avocat de tous les pays qui ont été pillés en matière d'art et de culture, qui soit aujourd'hui la vitrine, porte-étendard de ce combat-là, c'est quand même une fierté. Pourquoi vous ne parlez pas de ces choses-là? Donc, je ne crois pas que votre rôle consiste seulement à dire, comment dirais-je, le côté noir qu'on peut retrouver sur un tableau blanc. Non, on n'a jamais joué ce rôle-là, nous autres journalistes. Voilà. Quand c'est bon, on en parle, nous on essaie de porter avec vous, en tout cas, les préoccupations des populations. Les populations, c'est nous. Qu'est-ce que vous appelez dans notre profession? Nous sommes encore peut-être plus proches de ces populations, nous entendons des choses. Mais pas plus que nous, nous sommes sur le terrain. Nous aurions aimé que vous nous avons l'occasion de vous poser des questions. Et c'est bien heureux que vous répondiez pour que ces populations-là comprennent. Finissons dans ce dossier-là par rapport au droit, en tout cas à cette nouvelle disposition, avec le code de procédure pénale ou plutôt avec les nouvelles dispositions qui changent un peu les perspectives judiciaires pour l'ensemble de la population du Bénin. Est-ce que vous pouvez nous faire un point global de ces, de ces innovations? Oui, il y a beaucoup d'innovations par rapport en fait, le code pénal se complète et se nourrit du code de procédure pénale, en fait. Le code pénal se nourrit parce que le code de procédure est le canevas qui guide le praticien à partir de l'enquête préliminaire, l'interpellation de personnes soupçonnées, jusqu'au jugement, même voir l'exécution de la décision en passant par le jugement et tout ça, en passant par les juridictions. En un mot, ce que je peux vous dire de manière schématique, c'est que désormais, plutôt que d'avoir 6 assises par an, par cour d'appel, avec les nouvelles réformes, vous aurez 28 assises. 28 assises par juridiction de première instance. Ça voudrait dire quoi? C'est que jusqu'à maintenant, ce qui a été prévu dans le code, c'est que lorsque quelqu'un est poursuivi pour un crime, c'est seulement au niveau de la cour d'appel que cette personne peut être jugée. Or, dans une cour d'appel, il y a plusieurs juridictions en bas qui remontent les infractions qui peuvent être qualifiées de crimes. Désormais, pour pouvoir désengorger les prisons, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en prison depuis plus de 5 ans, 6 ans, pour, est-il dit, des faits criminels. Ces personnes ne sont pas jugées, elles sont en détention préventive pendant 5-6 ans. Aujourd'hui, si on a la possibilité d'avoir une juridiction criminelle, la chambre criminelle, au niveau du tribunal où un juge est nommé pour instruire le dossier et fait passer devant une chambre criminelle, on a la possibilité d'avoir une décision rapidement. Première chose. Deuxièmement, vous avez 12 degrés de juridiction. Parce que vous avez une juridiction en première instance, vous pouvez faire appel pour aller devant la cour d'appel criminelle. OK ? L'autre avantage,
c'est que faisant retomber l'assise au niveau du tribunal de première instance, vous faites beaucoup d'économies parce qu'à chaque fois qu'on organise les assises au niveau de la cour d'appel, cela induit beaucoup de dépenses, beaucoup d'investissements. Ces investissements-là seront économisés pour pouvoir financer d'autres choses. Par exemple, la maison d'arrêt qui sera plus la prison, la proximité des fermes pénitentiaires. Toutes les réformes qui ont été introduites en matière judiciaire aujourd'hui, on aura les moyens de pouvoir les financer. Vous avez également en dehors de cette possibilité d'avoir double juridiction, vous avez la Cour, vous avez en matière commerciale 2 juridictions aussi également. Avant, on n'avait pas le tribunal commercial. Aujourd'hui, vous avez le tribunal commercial qui est détaché, rend des décisions avec des juges consulaires et un juge professionnel. Là, autant de réformes qui sont à mettre à l'actif du régime actuel. En tant que praticien, ça va changer quoi dans votre, en tout cas, à la. Bon, ce qui se pose aujourd'hui, c'est que lorsque vous êtes appelé à parcourir toutes ces juridictions-là qui seront peut-être émiettées, vous ne pourrez pas seul tout brasser, vous serez obligé de faire appel à d'autres. Et ça permet aussi de créer de l'emploi. Et de recruter enfin de nouveaux avocats ? Pas forcément. Il faudrait que ce secteur-là soit ouvert. On ne recrute pas. Vous savez très bien que c'est un secteur très fermé. On ne recrute pas. D'ouvrir. Il y a des examens chaque année. Il y a des examens chaque année. Et il y a des gens qui sont. Ou 2 ou 3 personnes sont. Je ne sais pas. Sont admises sur plus de 1000 candidats. On connaît un peu comment ça fonctionne. Je crois qu'on est très dur avec des professionnels parce qu'il ne faut pas non plus permettre la dilution de l'excellence dans certaines professions. C'est comme les médecins. Il ne faut pas permettre à n'importe qui d'accéder n'importe comment à certaines professions. Oui, il faut avoir les mérites vraiment. Il y a le réseautage aussi. Pardon ? Il y a aussi le réseautage. Non, je n'en connais pas. Non. Bon, on va finir par, si vous le permettez, par la réforme du code électoral que les députés probablement vont voter bientôt. Qu'est-ce que le gouvernement tient à changer dans cette loi, la loi électorale? C'est le gouvernement qui cherche à changer quelque chose. Le gouvernement des députés, en tout cas, mais je sais pas, j'ai l'impression que nous avons un problème de compréhension parce qu'on fait l'amalgame. Chaque fois qu'il y a un sujet d'envergure qui préoccupe les Béninois et pour lequel on cherche à trouver des solutions, on agite très vite l'intérêt particulier du gouvernement. Il ne s'agit pas d'intérêt particulier, mais c'est un projet. C'est un projet de loi, même si ce n'est pas l'Assemblée nationale, ce sont des députés. Donc c'est l'État. Si vous le voulez, c'est quand même l'État à travers l'Assemblée nationale. Les députés qui vont travailler sur toiletter la loi électorale. Bon, je vais vous dire quelque chose. Est-ce que ce qui se faisait jusqu'à maintenant est parfait ? Justement, c'est parce que ce n'est pas parfait que les députés ont décidé, l'État a décidé d'améliorer. Donc nous vous demandons qu'est-ce que l'État compte améliorer, mais le gouvernement de l'Assemblée nationale, à travers cette loi qui sera bientôt toilettée et tout ça. On a dit que ce qui se faisait jusque-là n'est pas parfait. Bon, laissons les députés faire des études, faire des propositions, faire des débats, et puis les envoyer le produit fini à la Cour constitutionnelle pour constitutionnalité. Justement, parmi les possibilités qui sont envisagées dans le nouveau code électoral, c'est celle d'augmenter le nombre de députés, ça va passer de 83, on ne sait pas encore combien puisque le code même ne le précise pas. Est-ce que vous pensez que cela, c'est une bonne idée au regard des ressources limitées dont dispose l'État béninois ? Vous avez fait la chute sur les ressources. Et chaque fois que le gouvernement fait des efforts, prend des décisions, des mesures pour pouvoir améliorer les recettes, tout le monde trouve que le gouvernement fait mal. De quel Bénin avons-nous besoin ? Chaque fois
que vous preniez une décision qui induit, n'est-ce pas, de la part de nos populations, certains sacrifices, on crie. Même dans toute famille, c'est comme ça. On ne peut jamais rien faire sans faire des sacrifices. Vous êtes pour quand même l'augmentation de nombre de vous savez, dans certaines régions, vous allez, rien qu'à Calavi ici, vous voyez la population qu'il y a. C'est en fonction, parce que vous savez, lorsqu'on votait la répartition, le nombre de députés à l'époque, la population du Bénin n'était pas la même. La population du Bénin n'était pas la même. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 12 millions d'habitants. D'accord. Et il y a des régions dont la population, la densité, du point de vue habitant, il y a des régions dans lesquelles cela a explosé. Donc il faut en tenir compte et faire une régulation. On ne faut pas augmenter, on ne va pas augmenter pour augmenter. Hein? Mais le problème que je pose sur le plan démographique, par exemple, dans certaines circonscriptions électorales, il y a des députés actuellement qui sont à l'Assemblée avec environ 10 000 voix. Dans d'autres, il y a d'autres qui ont réussi à venir à l'Assemblée nationale avec 40 000 voix. Donc il y a un déséquilibre. Justement, à ce niveau, ne pensez pas qu'il est important de corriger cette injustice? Justement, c'est ça. C'est ce que j'essaie de comprendre avec vous, c'est ce que j'essaie de comprendre, pour dire, en fait, ce n'est pas l'injustice, c'est pour les députés. Les populations ont besoin d'avoir plus de représentants pour pouvoir. Je suis d'accord. Donc c'est en cela que on ne peut pas s'offusquer. On doit pouvoir se réjouir de ce que un projet de telle envergure puisse être mené à bien. Autre élément dans le projet de code, autre élément qu'on n'a pas vu, qu'on aurait dû voir, c'est que le critère genre n'est pas pris en compte. Encore une fois, le député, je dirais l'État, en dépit de toutes les promesses, des colloques qui ont été organisés sur la prise en compte du critère genre, la valorisation de la femme, ce projet de loi arrive au Parlement sans aucun signe que les choses vont changer. Quelle est votre opinion là-dessus? Je crois que nous sommes tous nés d'une mère et puis nous devons vénérer nos mères. Hein. Parce que moi, l'expérience que j'ai eue, c'est qu'en général, les femmes, lorsqu'elles sont élèves étudiantes, elles sont très brillantes, elles ont beaucoup de qualités. Et même en fin de parcours, elles finissent brillamment. Pour celles qui ont le courage d'aller jusqu'au bout, elles finissent très très bien. Et vous verrez que chaque fois qu'une femme est identifiée pour pouvoir assumer une fonction, elle le fait vraiment avec dextérité et puis éthique et loyauté. Malheureusement, il faut noter que la société béninoise est encore misogyne. Il ne faut pas faire des lois contre. Il ne faut pas être hypocrite. Même si vous forcez les choses en disant pas la loi, nous voulons que ce soit ainsi. Mais vous n'êtes pas sans savoir que dans chaque foyer, le rôle que joue la femme est tellement important, de sorte que même le mari n'est pas toujours disposé à laisser sa femme aller animer la vie politique. S'il s'agissait des fonctions républicaines qui n'ont rien à voir avec la politique, moi, je serais d'accord pour que dans l'administration, lorsque vous veut embaucher, on veut recruter pour l'administration, que l'on exige le genre. Je préfère. Mais au niveau de la politique, c'est pas facile. Même si vous sortez des lois pour exiger cela. Maintenant, il ne faut pas qu'on élise des femmes qui seront, par exemple, embêtées et auront des difficultés pour pouvoir animer correctement la politique. La société rwandaise était-elle plus avancée que le Bénin? On a pratiquement 60% de femmes dans le Parlement rwandais. Mais je parle du Bénin. Vous savez, c'est une... Écoutez, il ne faut pas se cacher la face. Il ne faut pas se cacher la face. On ne peut pas obliger, comment dirais-je, un corps social à pondre ce qu'il ne voudrait vraiment pas. Si vous voulez, moi, je ne trouve pas du tout de mal à ce que dans le prochain projet, que l'Assemblée nationale puisse tenir compte de ces considérations-là et faire, inciter les femmes à pouvoir participer à l'animation de la vie politique. Mais de là, exiger sur une liste nombre de femmes, moi je ne suis pas partisan de ces gens. Il faut encourager, il faut créer le cadre.
pour que la femme puisse participer pleinement au débat politique. Finissons avec deux sujets importants pour l'homme de droit que vous êtes. Le juge d'instruction près la Haute Cour de justice a jugé qu'il n'y avait pas matière à poursuivre l'ex-ministre Alain François Adiou. Quelle lecture en faites-vous? Ouais. Voilà ce qu'on traîne du régime défunt, parce que ça me rappelle le projet de révision qui a été rejeté. Voilà un exemple d'homme, je dirais intègre, bon administrateur, quelqu'un de qualité qu'on a placé sous mandat pendant des années, et qui au final se révèle clean, si je peux parler comme ça. Si les dispositions avaient été favorables, telles que le projet de révision de la Constitution avait été accepté, on corrigerait ces errements-là. Voilà. Donc on a mis la charrue avant les bœufs. On n'a pas fait ce qu'on devait faire. Et aujourd'hui, maintenant, après avoir passé tout ce temps en prison, on découvre que voilà, quelqu'un qui n'avait rien à se reprocher. J'ai de la peine pour lui et pour sa famille. Mais c'est des hommes de droit qui ont travaillé. C'est ce que vous croyez? Bon, en tout cas pour nous, citoyens. Vous savez ce qui s'est passé dans ce dossier-là? En tout cas, ce que nous savons, c'est des hommes de droit, des praticiens de droit qui ont travaillé sur ce dossier. Quand vous l'aurez sur votre plateau, je voudrais que vous l'invitiez. Nous menons les démarches déjà, en tout cas, en ce sens. Mais déjà, on peut constater que cette décision, c'est la première fois qu'on voit un peu, presque, la Haute Cour de justice fonctionner. Est-ce que, enfin, notre haute juridiction démarre? Une hirondelle ne fait pas le printemps. Une hirondelle ne fait pas le printemps. Vivement qu'on aille aux réformes majeures. Cette réforme majeure passe par une révision de la Constitution. Naturellement. Et le président de la République n'a pas, en tout cas, selon ce qu'il a dit récemment, même s'il ne le fait pas. Il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que lui qui puisse le faire. La Constitution a prévu le mode de saisine, non? Il n'y a pas que l'initiative ne peut pas venir que de lui. Si l'initiative vient des parlementaires, le débat se reprendrait. Autre affaire judiciaire, elle concerne le syndicaliste Laurent Métaillon, dont le procès est sans cesse reporté. Faut-il s'en inquiéter? Je vous pose la question. Pour quelle raison? Parce que vous êtes l'avocat de l'État dans ce dossier. Bon. En tout cas, si vous ne vous exprimez pas sur ce sujet-là, j'espère que vous allez vous exprimer sur un autre. C'est l'affaire du directeur général de Boumaf qui aurait prêté 15 milliards de francs à Lionel Zinsou, candidat à la présidentielle dans ce pays. Là aussi, vous avez un rôle de conseil juridique, si je ne m'abuse, mais au moins sur le plan politique, vous pouvez dire un mot. Lionel Zinsou, candidat à la présidentielle, qui aurait emprunté de l'argent à un directeur d'entreprise de travaux publics. Est-ce qu'il n'y a pas là, on ne peut pas subodorer un délit d'initié qui aurait pu être mis en œuvre si Lionel Zinsou avait été élu président de la République du Bénin? Les Béninois nous regardent. Ce dont je veux parler, c'est qu'effectivement, Monsieur Mamadou Bonkongo a déposé une plainte entre les mains du procureur de la République de première instance, tribunal de première instance de Cotonou, pour escroquerie en bande organisée. Le plaignant a été dit entendu le 25 avril dernier. Reste maintenant que les mises en cause soient entendues. Le plaignant qui prête 15 milliards à quelqu'un, il espérait quoi en retour? Je n'entends pas répondre à ces genres de questions. Le mois venu, la justice fera son œuvre. D'ores et déjà, ce que je sais,
comme vous l'avez dit, il n'y a pas que l'implication, il n'y a pas que le volet juridique, il y a une implication politique. Les instances habilitées à se prononcer sur de tels comportements, outre la juridiction pénale, se saisiront de l'affaire et faire ce que de droit. On va conclure cette émission en vous demandant de nous parler un peu du bilan à mi-parcours de la gouvernance du mandat du président de la République. En tout cas, vous en êtes particulièrement satisfait si on doit en juger par ce que vous avez dit devant les Béninois à Libreville. Je vais vous faire une confidence, c'est que je n'ai jamais été soutien, je n'ai jamais participé à l'animation de la vie politique avec un pouvoir en exercice. Jamais, c'est la première fois. Et la raison qui m'a déterminé, outre l'effet de groupe, j'ai-à-dire du parti, mouvement politique auquel j'appartiens, il y a une adhésion personnelle parce que je me suis bien senti dans ce qui se projetait. Et c'est vrai qu'on s'est accroché pour pouvoir obtenir ce qui se passe. Et ce qui me fait plaisir, c'est que ce qui a été prévu est en train d'être mis en place. Avec toutes les réformes qu'on a vécues, avec toutes les initiatives sur le plan international, sur le plan diplomatique, sur le plan culturel, la science est mise en... Voyez-vous, ce qui me fait plaisir, c'est que quand on dit, on le fait. Et on ne dit pas des choses qu'on n'a pas faites. On ne dit pas des choses qu'on a fait, on dit des choses qu'on a fait et on dit des choses qu'on va faire et on fait ces choses-là. Moi, c'est fondamentalement ce que j'ai retenu de ça. Et donc, c'est avec enthousiasme que je participe à l'œuvre de cette reconstruction de notre pays. Je voudrais que les Béninois se rassurent. En 2 ans, ce qui a été fait est titanique sur tous les plans. Je ne vois pas un domaine qu'on toucherait et on dirait qu'il n'y a pas eu d'avancée. Si ce n'est pas encore fait, les études sont en cours, des dispositions sont en train d'être prises. Ce que je peux souhaiter, c'est que le cap soit gardé et que les Béninois restent sereins. Moi, je tiens particulièrement à les rassurer. Pourquoi ? Parce que le Béninois a déjà commencé à avoir le goût de l'effort. Les Béninois ont commencé à avoir le goût de l'effort. L'argent facile, de moins en moins. Et on méritera ce qu'on gagne. C'est ce qu'on nous a appris. On mérite ce qu'on gagne. Voyez-vous, dans cet élan-là, je ne vois pas comment, à la fin de ce mandat, les Béninois se plaideront Aujourd'hui, lorsque vous composez à quelqu'un, je vous l'ai dit, vous voulez occuper tel poste, il réfléchit à 3 fois et dit. Avant, on disait, mais si j'occupe ce poste-là, je vais avoir tel avantage, je vais pouvoir faire ceci, je vais construire ma maison. Aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. Les gens disent, mais attends, est-ce que tu es sûr de ce qu'on me propose là ? Parce que actuellement, quand tu fais mal, on te tape dessus. C'est déjà positif. Ça veut dire qu'il y a, comment dirais-je, une direction qui a été donnée, un cap à atteindre, et c'est ensemble que nous allons le faire. Mais les citoyens estiment qu'il y a moins d'actions visibles. Il n'y a que ceux qui ne veulent pas voir, qui disent qu'il n'y a pas d'action visible. Quand on parcourt tout le Bénin, moi je vois même, au moins on voit les chantiers. Quand on parcourt tout. Les chantiers qui ont été lancés pour beaucoup avant l'arrivée au pouvoir du président Talon. Nous, on n'est pas spécialiste de lancement. Il faut parler d'exécution. Vous parlez d'exécution, mais votre collègue parle confrère parle de lancement. On le lance, on exécute. Dites-moi un chantier qu'on a commencé, qu'on a lancé qui ne s'est pas exécuté. C'est un coup d'exécution. Hein? Et, vous savez, en 10 ans, l'histoire retiendra. L'histoire retiendra. Parce que ce qui a été fait. 10 ans de régime qui vient de se terminer. On succède à un régime où des choses ont été catastrophiques. Hein? On a donné le sentiment d'aimer les gens sur la bouche, sur les lèvres.
et ne pas les aimer profondément. Moi, je préfère quelqu'un qui ne me fait pas de déclaration d'amour tous les jours, mais qui manifeste l'amour pour moi. Je préfère ces personnes-là que des gens qui me chantent « je vous aime, je vous aime, je vous aime ». Quand on aime quelqu'un, c'est à travers les actes. Et les actes qui sont posés aujourd'hui, c'est pour le bénéfice de tous les Béninois. Nous serons fiers. À chaque fois qu'on parle le Bénin, au Ghana, ceux qui ciraient les chaussures ici, c'était des Ghanéens, mais aujourd'hui, ils sont tous chez eux. Vous allez aujourd'hui au Ghana, des choses se redressent et tout ça. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas vouloir ça pour le Bénin? Et on commence, ceux qui n'ont pas intérêt, ceux qui se voient. Tout à l'heure, quand on a parlé de la gouvernance sous professeur Diagbeno et tout ça, il était, comme vous l'avez dit, conseil d'un homme d'affaires à l'époque. L'homme d'affaires est devenu président de la République, il change de posture. Joseph Diagbeno devient avocat, garde des Sceaux. Dites-moi ce qu'il a fait contre l'intérêt du pays quand il était garde des Sceaux. Une décision qu'il a. Non, attendez. C'est quand les régimes passent que d'autres régimes viennent révéler des affaires. D'accord. Maintenant, les décisions qui ont été prises les mesures qui ont été prises sous sa chancellerie, les réformes qui ont été faites, dites-moi au moins une qui soit pas de l'intérêt des Béninois. À partir de ce moment-là, tranquille, je peux vous appeler. À partir de ça, on peut se faire une idée de ce que serait la prochaine Cour constitutionnelle. On vous permet de conclure cette émission. Je crois que le moment est venu de vous remercier, de me donner la possibilité de pouvoir m'exprimer en face de nos compatriotes, de ce que je pense être bien et vrai pour les Béninois, et ce à quoi on s'attelle chaque jour pour que le bonheur soit partagé. Je vous remercie parce que vous contribuez quand même à la consolidation de la démocratie. Vous le faites si bien que votre invitation n'a pas été marchandée. Et donc, à chaque fois que vous aurez besoin que je vienne apporter mon éclairage, c'est avec joie que je serai avec vous. Ensemble, je voudrais que le combat de développement se poursuive et que non pas accompagner la Cour constitutionnelle telle qu'on l'a dit, mais faire confiance à la Cour constitutionnelle. Parce qu'elle est composée des gens de qualité et qui vont travailler dans l'intérêt de ce pays-là. Merci donc à vous. Vous avez parlé de la Cour constitutionnelle. Vous souhaitez qu'on lui fasse confiance. Nous avons parlé également de vous, de votre actualité, de votre passage au conseil communal de la ville de Sakété. Nous avons abordé également la gouvernance que vous avez appelée gouvernance patricielle, n'est-ce pas? C'est ce nouveau mot que Maître Rafiou Salami aura inventé, en tout cas aura livré à nos téléspectateurs ce jour. La réforme du code électoral, nous en avons également parlé. Maître Salami a bien envie de voir le Bénin évoluer dans la dynamique qui est entamée depuis 2016. C'était ainsi donc que nous l'avons traité dimanche politique de ce jour tranquille à 4 Benotin. Merci à vous, James William Gbagidi. Merci aux auditeurs de Diaspora FM, la nouvelle radio africaine 102.3, aux téléspectateurs de Eden Télévision. Merci de votre fidélité renouvelée à ce programme Dimanche politique. Prenons le rendez-vous à nouvelle diffusion ce soir même, ce dimanche à 21h à la radio comme à la télévision, et puis spécialement pour le compte de la télé mardi prochain à 21h. Portez-vous bien et à dimanche prochain.